Bonjour et bienvenue sur le podcast Ma dernière séance de psychanalyse. Chaque épisode est un témoignage brut, sans montage, dans lequel des personnes ayant fait une psychanalyse racontent leur toute dernière séance et comment la psychanalyse a changé leur vie. Moi, c'est Guillaume. J'ai arrêté mon analyse après 10 ans sur le divan et ce podcast, c'est ma façon de questionner et d'approfondir mon propre chemin d'analysant. Et pourquoi pas, par un heureux ricochet, vous inspirer vous, chères auditrices et auditeurs, vous aider à cheminer. Alors si vous aimez ces épisodes et vous voulez que ça continue, vous avez une façon très simple de m'aider. Mettez tout de suite 5 étoiles et un petit commentaire sur votre plateforme d'écoute ou un j'aime sur YouTube. L'algorithme se mettra alors à proposer le podcast à plus de gens et ça m'aidera à trouver les prochains témoignages. Je vous demande aussi une petite contribution. Si mes auditrices et auditeurs fidèles donnent quelques euros par mois, ça sera assez pour me sécuriser financièrement et me permettre de me consacrer totalement à ces podcasts. Je vous mets le lien pour contribuer dans le descriptif de cet épisode. Vous y trouverez aussi mes réseaux sociaux si vous êtes curieux, curieuse de suivre les coulisses de mes aventures de podcasteur. Allez, place à l'épisode, je vous souhaite une très bonne écoute et à très bientôt dans vos oreilles. Vous écoutez la seconde partie du témoignage de Frédéric. Pour la première partie, c'est l'épisode juste avant. Tu répares et tu décides d'aller voir un ou une autre analyse, c'est ça que tu dis ? Ouais, c'est ça. Du coup, avant qu'on passe à ça, pourquoi arrêter ? Et comment ? Et est-ce que tu veux me raconter ta dernière séance ? Ouais, parce que vraiment mes symptômes avaient tous cessé, donc j'étais bien et j'étais content de ce qu'on avait fait ensemble. Et puis j'allais déménager, donc je pouvais plus aller la voir. Donc pour moi aussi, ça c'était un signe que ça allait bien. J'étais capable de reprendre ma vie en main, ce qui n'était pas le cas juste après le divorce. Je perdais tout, donc je reprends ma vie en main. Je réussis à faire des choix à nouveau. Et j'ai dit, voilà, je vais partir à Madrid. Donc, on a été d'accord de faire quelques séances en visio s'il y avait besoin. Et donc, acte manqué, réussi. Pourquoi partir ? Pourquoi partir ? Parce que ça commence à parler de qui je suis, de comment je peux suivre mes besoins sans culpabiliser. Donc, partir, pour moi, c'est pas partir pour fuir, c'est partir parce que j'aime découvrir d'autres choses, tu vois. Et t'avais plus besoin d'elle. J'avais plus besoin d'elle. Mais pour autant, quand t'arrives à Madrid, tu reprends une autre. Ouais, analyse. Je reprends une autre parce que là, je vais dans le mode, ça va m'intéresser, moi, de creuser l'histoire de la psychanalyse. Comment est-ce que je peux devenir psychanalyste ? D'accord. Et du coup, je vais approfondir un petit peu plus théoriquement cette chose-là. Donc, je reprends un analyste qui est rattaché à l'école que je suis, tu vois. Un peu un autre... Donc... tu continues ton chemin de psychanalyse pour, une fois que tu as enlevé le couvercle, continuer à creuser, tu vas un peu raconter, mais donc ta dernière séance avec ton analyste de 2 ans et demi, c'est toi qui as contrôlé, c'est-à-dire tu as dit je partirai autour de cette date-là, elle en a dit quelque chose ? Ouais. Évidemment, je lui demandais pas trop mon avis. Il y a des moments où je lui demandais son avis. Tu vois, je me demandais mon avis à moi. Je commençais à être vraiment dans cette dynamique-là. Et donc, j'ai expliqué ce que je voulais faire et elle a été très positive là-dessus. La dernière séance, ça a été une séance où j'ai eu besoin de la remercier. Vraiment. Pour moi, c'était capital. Donc, l'avant-dernière séance, elle est d'accord avec moi. Que je peux voler de mes propres ailes, on va dire ça comme ça, que je peux sortir du nid. Et puis elle me dit des choses du style, je pense que vous ferez un très bon thérapeute, tu vois. Et on avait commencé à construire une relation qui était intéressante. Elle m'avait conseillé des livres à lire. On était sorti un petit peu de mon analyse de mon histoire pour être un peu plus dans une relation un peu plus humaine, tu vois. Dans le pré-entretien qu'on a fait ensemble, tu m'as dit que tu pensais que ton analyste t'aimait ? Ah, le mot amour peut-être est trop fort. En fait, il faut le définir. Peut-être que alors non, peut-être que mes notes sont mauvaises. Mais en tout cas, c'est mon sentiment. C'est-à-dire qu'on s'aimait, mais pas on s'aimait. C'est pas une histoire d'amour, tu vois. Mais c'est une histoire de bienveillance. Elle m'appréciait. Ça serait le mot le plus juste. Et
Et en fait, ça m'a fait du bien. On se demande rien, juste on s'apprécie. Ça participe de la chose. J'avais besoin de voir que socialement, en dehors du couple, puisque j'étais en couple assez fusionnel, j'avais besoin de voir aussi que socialement, j'étais quelqu'un d'appréciable. Après un divorce, on a toujours une estime de nous qui est un peu plus basse. Donc ça fait du bien d'avoir quelqu'un d'extérieur qui n'est pas un ami, qui nous apprécie. Bon, c'est juste ça. Ouais. Ouais. Tu m'as dit dans le pré-entretien que les rêves, en fait, j'ai une petite note avec rêve en gras et souligné. Pour toi, ça a joué un rôle? Est-ce que il y en a un qui te vient? Moi, je te demande ça parce que moi, j'ai jamais réussi à me souvenir d'un rêve, puis à le dire, puis à me dire waouh. Alors du coup là, le cheval, c'était nanan. Est-ce que toi, peut-être que oui. Du coup, je suis curieux. Ouais, moi, ça a été flagrant. Ça a été la première séance de psychanalyse où elle m'a expliqué le cadre, donc c'était assez formel, mais je voyais qu'elle était bienveillante. Et à la fin, elle m'a dit une chose que j'ai pu entendre 10 000 fois chez les thérapeutes. Elle me dit, faites attention, soyez attentifs à vos rêves, si vous en faites, on en parle les prochaines fois. J'ai gardé ça en tête en me disant, bon, évidemment, tout le monde le dit, donc il va rien se passer. Sauf que le soir même, j'ai fait un rêve on ne pouvait pas ne pas l'interpréter. C'était incroyable. Si je le fais rapidement, j'étais en train de marcher sur une montagne. C'était très difficile de monter en haut. Il y avait des gens qui montaient facilement. Moi, j'y arrivais pas. Et en fait, je commence à angoisser parce que j'arrive pas à monter sur la montagne. Et je regarde sur le sol et je vois mon ombre. Sauf que dans le rêve, je vois pas que c'est mon ombre. Je vois que c'est une ombre. Donc, j'ai peur de cette ombre-là. Je commence à courir, mais j'y arrive pas. Et cette ombre me suit. Et donc, il y a moi, mon corps physique, et l'ombre derrière moi qui me suit. Et je m'épuise à fuir cette ombre. En fait, c'est quand même fort. C'est ouf. Et je m'épuise et ça devient un cauchemar. Et au moment où je me réveille, je réalise que c'est mon ombre. Mais ça s'arrête juste, genre c'est une ombre physique, quoi, l'ombre. Et donc je me réveille là-dessus. Et quand je me réveille vraiment dans mon lit, je me dis, waouh, c'est quand même incroyable en fait, l'ombre en psychanalyse, c'est pas rien comme concept. Même si je connaissais pas grand-chose, c'est évident qu'il y avait quelque chose à travailler là. Donc ça, c'était le premier rêve. Et je l'ai interprété très facilement, même je pense avant la séance, après on en a parlé, en fait j'avais passé 40 ans de ma vie à fuir une partie de cette ombre-là, et que là, mon inconscient travaillait à me dire, mais t'as plus la force de la fuir. Donc t'es obligé de rester avec ton ombre. Tu peux pas monter la montagne si tu prends pas en compte ces parties inconscientes. Pour moi, c'était clarissime. Donc je suis arrivé avec ça à la deuxième séance en disant, moi et mon inconscient, on est d'accord, il faut qu'on s'assied, qu'on travaille ensemble, quoi. Et pendant les 2 ans et demi, c'était souvent que tu avais des rêves et qui aidaient ou pas tant? Non, mais j'en ai eu trois. Je me souviens plus trop des 2 autres, mais je sais que j'ai eu 3 axes marquants qui m'ont encore validé un petit peu, si tu veux. Tu vois, validé que cette démarche psychanalytique, elle avait vraiment du sens pour moi. Bon, et j'en fais quelque chose un peu de général aussi, parce que je trouve que pour certaines pathologies, elle me semble nécessaire, en fait, pour vraiment s'en sortir. Dans le pré-entretien, un des enjeux clés que tu avais mentionné, c'était le sexe, la sexualité. On n'est pas en train d'en parler. Je trouve ça marrant parce que donc là, on est à, 43 épisodes et tout, et la sexualité a très peu de place. En tout cas, dans ce podcast, j'en ai un autre où ça a toute la place. Mais c'est vrai que dans l'opinion publique, voilà, psychanalyse égale sexe, on va parler que de cul, et on en parle difficilement à mon micro. Moi, je pense que c'est parce que socialement parlant, c'est pas évident. Et puis je me pose aussi des questions parce que je crois vraiment, même hors micro, quand je demande aux gens, mais du coup et les gens enfin en tout cas les gens qui ont témoigné au micro m'ont dit non, j'ai pas retenu quelque chose de particulier. Est-ce que tu as envie qu'on en parle? Est-ce que c'est important pour toi d'en parler? C'est-à-dire, j'ai fait cette petite intro pas pour du coup maintenant on rentre dans les rangs et tout, c'est toi, ça va être toi qui va parler sexe. C'est pas venu? Est-ce qu'on laisse couler? Ou est-ce que là quand même il y a un truc que tu voudrais dire à ce propos? Non, je pense que ça serait une histoire un peu longue, parce que c'est un peu parallèle. Mais C'était pas en psychanalyse? Si, c'était en psychanalyse. En quoi c'était parallèle? C'était parallèle parce qu'en fait, j'avais pas un problème avec la sexualité en tant que telle. J'avais un problème avec mes censures générales, c'est-à-dire de pas suivre mes besoins.
Et je parle pas de besoin sexuel, tu vois, de pas suivre mes désirs, mes envies. Et ça a pesé sur ma sexualité. Donc c'était en parallèle parce que les conflits que je pouvais avoir avec la sexualité, c'était pas des conflits qui venaient de la sexualité. C'était des conflits qui venaient du fait que je refoulais mes besoins. Donc toute cette énergie-là, en fait, elle venait un peu déformer mon rapport à la sexualité. Difficile d'être clair sans aller dans les détails. Mais vas-y. Mais à moins que t'aies pas envie. Okay. À ton avis, pourquoi tu n'en as pas parlé jusqu'à présent ? C'est mes questions qui t'ont poussé ailleurs ? Oui et non, parce que j'ai un peu pensé après notre pré-entretien et je me suis dit, mais en fait, c'est pas essentiellement ce qu'on a travaillé, ça a été secondaire. Tu vois, c'est parallèle. Est-ce qu'il y a autre chose secondaire à part la sexualité pour continuer à peindre le tableau ? J'ai rien là qui vient en tête, mais si on c'est un secondaire assez primaire du coup. Oui, mais là oui peut-être, mais là non, c'est une vraie question. J'essaye de réfléchir, mais admettons, à la fin de ma relation amoureuse là, avant que je divorce, en fait, j'avais remarqué que j'avais des fantasmes qui venaient, des fantasmes sexuels qui ne me ressemblaient pas avant. C'est-à-dire des fantasmes beaucoup plus, on pourrait dire violents. Vraiment, ça allait chercher des formes de violence et ça me ressemblait pas. La question c'était, est-ce que c'est moi vraiment ou est-ce que, d'où ça vient en fait, qu'il y a quelque chose de neuf. Et donc c'est pour ça que je dis c'est en parallèle parce que dans la psychanalyse, en dégonflant en fait mon rapport à mon propre désir, à mes désirs et en essayant avec un grand D, au-delà de la sexualité. Ouais, exactement. Eh bien, ces conflits sexuels qu'il y avait en fond ont disparu aussi. C'est-à-dire que j'avais plus de fantasmes violents, par exemple. Et c'était pas parce que je les refoulais qu'ils étaient plus là. C'est parce que j'avais arrêté de refouler en fait j'avais accepté que je me censurais. Du coup, j'avais pas besoin d'une énergie sexuelle violente. J'avais l'impression que chez moi, l'énergie sexuelle violente, c'était une manière un peu désespérée de l'énergie psychique de dire il faut être transgressif, il faut faire sauter les barrières. Sauf que c'était un déplacement. Je le vois comme ça. Donc sur le coup, ça aurait pu être vu comme un problème. J'ai un problème de sexualité puisque je sais pas quoi faire. Mais en fait, ça l'était pas. J'avais un problème avec autre chose. Vous l'avez pas adressé, vous n'en avez pas parlé pendant les séances ? Très peu, très rapidement, parce que j'ai voulu être très clair et donc je lui ai expliqué mes fantasmes. Et en fait, le simple fait de parler de ces fantasmes-là, on ne saurait même pas l'expliquer. Je pense que l'ensemble a fait qu'on n'a plus besoin d'en parler. Ensuite, si tu veux, mais ça c'est peut-être un peu plus compliqué. C'est une histoire qui n'est pas parallèle, mais qui est importante. Dans ma vie, j'ai subi... si je le dis comme ça, c'est compliqué. Ça peut pas être un abus sexuel, mais j'ai subi une relation de domination particulière avec mon cousin. Et donc ça s'est vu, mais peut-être au bout d'un an et demi. Là, les choses sont remontées. Cette histoire-là de domination où j'ai subi une forme de violence, pour le coup avec mon cousin, qui n'était pas sexuelle, mais qui était sexualisée. Tu vois ça, c'est remonté en force. C'est remonté comment ? Sur le divan, par association ? C'est remonté par des comportements que j'avais pu avoir où je me mettais en danger, tu vois. Je parlais de ne pas me protéger en début de séance, où la psy m'avait dit peut-être vous protégez pas à cause de ça, donc je me mettais en danger sexuellement. Tu portais pas de préservatif ? C'est ça. Et en fait, ça a créé chez moi des grosses peurs, évidemment, à des moments, parce qu'on fait des erreurs. Et ces grosses peurs m'ont permis de... parce qu'il y avait la psychanalyse à côté, où je pouvais parler de ces erreurs, m'ont permis d'aller chercher des émotions et du coup de reconnecter. Vraiment, c'est intéressant de voir que si j'avais pas eu la psychanalyse à côté, j'aurais reproduit ces erreurs sans vraiment comprendre, parce que c'est des émotions fortes. Quelles erreurs tu parles ? De pas te protéger, c'est ça ? Ouais. Mais le fait qu'elle soit là, que je puisse en parler et qu'en parlant, en fait, des souvenirs reviennent. Vraiment, des souvenirs sont revenus à la conscience, alors que je les avais vraiment oubliés. Donc ça a ouvert un autre chapitre sur ce rapport qui est... Ouais, qu'on peut parler de sexualité si tu veux, mais c'est vraiment en fait une forme de trauma sur quelque chose de violent dans l'enfance qui avait été complètement oublié. Et ça me faisait faire des comportements que je souhaitais pas avoir. Donc... Et ça, comment ça s'est travaillé en analyse ? Simplement par
par les pleurs et par le dire, par dire ce qui se passait en moi, des souvenirs qui remontent, juste exprimés en fait, et elle qui avait son regard bienveillant et aussi approbateur, si tu veux. Pour moi, je faisais d'elle vraiment la personne qui avait le plus d'équilibre, qui était le plus équilibré, qui avait le rapport entre principe de réalité juste, quoi. Donc approbateur parce que tu avais du mal à te voir en victime ou à voir la malveillance ou le comportement problématique de ton cousin. Ouais, ça c'est vraiment là. Tu dis malveillance. Tu vois comment j'ai dit plusieurs fois qu'elle était bienveillante. Ça a été un gros chapitre, en tout cas, de comprendre l'histoire du mal chez les humains. Moi, je pensais que tous les humains étaient vraiment bienveillants, en fait. Et donc, forcément, j'ai refoulé l'histoire avec mon cousin. Il pouvait pas être malveillant, donc on oublie la malveillance qu'il a créée. Et elle était porteuse de cette idée que il y a de la malveillance en fait sur Terre et que du coup il faut qu'on comprenne la psychologie de ces gens-là aussi. Donc on a pu travailler autour de ça. Ouais. Et est-ce que tu as eu besoin d'aller parler à ton cousin? Est-ce que la réparation, ce que j'entends, c'est je suis sur le divan. C'est marrant, là, soudainement ton histoire me devient plus opaque. J'ai l'impression qu'il y a même une distance. Et ouais, c'est plus délicat. Ouais, c'est délicat. Donc tu peux en dire ce que tu veux, puis on peut passer à autre chose. Mais est-ce que cette réparation, la psychanalyse, a permis quelque chose hors divan qui t'a aidé? On va dire comme ça m'a. Est-ce que j'ai pu réparer à l'intérieur de moi, mais j'ai pas pu aller le voir. Il y a plus de contact avec ce cousin, donc il y a quelque chose comme ça de confus et d'opaque où je peux pas en trop accéder à ça. Et puis ces histoires de famille. C'est pour ça aussi que là je suis plus flou parce que c'est un podcast qui peut être écouté et du coup c'est des histoires de famille. Dans ces histoires-là, on met pas le doigt n'importe où, n'importe comment. Mais ça a été salvateur pour moi. Ah, ça, tu souris. Ouais, non, parce que j'ai eu un élan en moi, parce que donc je te le propose et à tout moment, on arrête cet échange quand tu le souhaites. Je trouvais ça profondément injuste. Ça me vraiment vient me saisir. Plus moi, l'injustice, ça vient me saisir particulièrement, et je reviens au début de notre échange où, du coup, les besoins des autres, ils sont plus importants. Donc, en gros, la stabilité est plus importante que dire et vaincre ta souffrance et où ton... Du coup, voilà, je te partage cet élan. Ouais, j'entends. Là, tu vois, je fais aussi passer les besoins de la famille et de la stabilité en premier. Parce que j'essaye d'équilibrer les choses et que ça me porte plus vraiment préjudice. Parce que j'ai vraiment posé ça à la conscience et que je pense qu'on n'est pas obligé de changer le monde et de tout dire pour aller bien. Tu vois, c'est pas une question de rétablir la justice. C'est bizarre de la part d'un futur psychanalyste. Parce que je pense qu'il faut être besoin libre. De tout dire. Hors du divan, peut-être. Oui, hors du divan, exactement. Non, oui, exactement. À partir du moment où tu peux tout dire, je trouve, en séance, c'est capital. Même des mots qui sont dépassés, même des mots qui sont pas vrais, même le faux, on peut jouer tous les rôles qu'on veut en séance. Mais à l'extérieur, si on veut être fonctionnel, dans ce sens-là, si on veut fonctionner dans une société particulière, il y a des compromis à faire. Et je pense que c'est aussi le rôle du psychanalyste d'avoir ce principe de réalité. Mais c'est mon histoire. Explique-moi, si tu le souhaites, ça serait quoi le problème que tu dises ta vérité ? Ça pourrait être... C'est quoi le prix que tu paierais ? Ouais, ok, c'est cette question. C'est quoi le prix que je paierais ? En fait, de pas me sentir juste avec les autres. C'est-à-dire un peu un principe d'empathie. Parce que ça pourrait blesser les autres vu que je peux largement être fonctionnel et que je suis ok avec ce qui s'est passé, et puis que quand les choses viendront, je pourrais voir mon cousin, tu vois, quelque chose de, en fait, assez raisonnable. Tu dis largement fonctionnel, ça veut dire qu'il y a une part de toi qui en souffre encore aujourd'hui ? C'est très bizarre, largement fonctionnel. Ouais, largement fonctionnel. Ça veut dire que je suis quand même heureux, en fait, et que je sais pas. Non, je dis largement fonctionnel parce que personne peut être fonctionnel à 100%. On a tous nos. C'est pas parce qu'on fait une psychanalyse ou quoi que ce soit qu'on va être extrêmement clair et libre sur tout. J'y crois pas. Tu vois. Donc je suis assez transparent sur moi. Il y a des zones chez moi que je contrôle moins que d'autres, mais on peut dire, je sais pas, 90%,
je suis très content de ce qui fonctionne, tu vois. Et ces 10% là, c'est cette chose là qu'il faut un peu, il faut pas, en tout cas, c'est ma manière de composer avec la réalité, qui est la famille, tu vois. Ça va être ça. Et souvent, après, je sais pas, mais moi, le prix que je paierais, c'est que je me sentirais égoïste si à l'extérieur des séances, je devais tout dire ou tout réparer, parce que il y a des conséquences sur les autres aussi, tu vois. Mais c'est pas une règle, c'est ma règle à moi. Non, bien sûr. C'est pas une règle générale. Je vais à la rencontre de ça. Ouais, tout à fait. Ouais. Qu'est-ce que ça a changé de retrouver ce souvenir sur le divan, de le pleurer, de le digérer? Est-ce que tu as vu, est-ce que à nouveau c'est diffus, tu souris, vas-y, c'est diffus, ou bien non, tu as vraiment senti des changements dans ta vie un peu moins diffus? Ouais, j'ai vraiment changé, tu vois. J'ai vraiment senti des changements. Si tu veux, il y avait peut-être pour une fois dans ma vie un témoin de ce que j'avais vécu, c'était ma psy. Et tu sais, on parlait de solitude avant, où je pouvais me sentir seul et en même temps ce besoin d'être seul, etc. Je me sentais plus seul, donc je me sentais fort. Et ça a vraiment changé quelque chose. Je me suis senti plus fort. C'est-à-dire que des expériences comme j'ai vécu avec mon cousin, elles me font plus peur. Et j'en ai plus peur chez les patients non plus, en fait. Parce que s'il y a un témoin, et que toutes ces notions de se sentir victime, et puis de résoudre les choses comme on peut résoudre, mais le fait de pouvoir le dire, le sentir, pleurer, fait que je me dis, je peux retraverser ces épreuves-là. Donc la vie me fait moins peur. C'est dans ce sens-là où ça change. Parce que tant que je mettais sous le tapis le fait qu'il y avait de la malveillance chez certaines personnes et que c'était pas vrai, que tu sens que c'est pas vrai, c'est juste caché. En fait, j'avais un rapport à la vie où je pouvais avoir un peu peur. Là, pour le coup, je pouvais fuir certaines personnes. Mais maintenant, j'ai plus peur, en fait. Parce que s'il y a de la malveillance, je saurais quoi en faire. Souvent, on a cette image que la psychanalyse doit durer 15 ans. Ou plein de temps. Et ce que j'ai bien aimé aussi dans ton témoignage, et ça arrive, il y a pas mal de gens sur ce podcast qui n'ont pas du tout fait 10 ans, 2 ans et demi. Est-ce que tu réponds quoi aux gens qui disent c'est trop court, ce n'est donc pas une vraie psychanalyse? Et je te demande pas l'avis de toi, futur psychanalyste ou compétent, personne compétente, si tu l'étais d'ailleurs. Je te demande toi, dans ton cœur, dans ton expérience d'analysant de 2 ans et demi, est-ce que c'était trop court 2 ans et demi? Non, c'était une partie. Je te répondrai clairement. C'était moi, si j'avais dû faire 10 ans, j'aurais fait 10 ans. Mais juste, j'ai très bien vu comment très rapidement, les choses se sont faites. En fait. Mais t'es en train d'en faire 10 ans. Parce que sous couvert de devenir psychanalyste, en fait, c'est un peu comme moi et mon podcast, genre j'ai arrêté, mais en fait J'adore ta rhétorique. Non? Oui. Mais c'est là où ça s'est vraiment clarifié, la deuxième partie, là où je continue du coup une fois par semaine, tu vois, avoir ce nouveau psy depuis 1 an. C'est une psychanalyse, mais c'est ça qui m'intéresse. J'ai mis 2 ans et demi, on va dire, pour me déconditionner ou arrêter d'être conditionné par des choses qui sont pas moi. Me dire ok, je peux être libre, on va dire ça comme ça. Pour moi, la liberté, la décensure, ça m'a pris 2 ans et demi. 2 ans et demi psychanalyse, chouette. Il y en a, ça peut leur prendre 10 ans. C'est pas, chacun fait son truc. Et la deuxième partie, c'est et maintenant je fais quoi? Je suis libre, mais c'est quoi mes vrais besoins? Qui est-ce que je suis vraiment? Tu vois? Et c'est là où c'est complètement différent. C'est une deuxième psychanalyse, mais qui est tellement différente. Là, j'apprends à voir. Et je trouve que j'ai une optique assez jungienne dans la nouvelle psychanalyse que je fais, ce qui fait que je vais chercher mes archétypes. Alors, ça va être trop technique, mais je vais essayer de voir, si tu veux, dans mon histoire, les événements qui m'ont nourri, on pourrait dire spirituellement ou émotionnellement, les personnes qui m'ont inspiré. Je vais essayer de retrouver les dénominateurs communs de tout ce que j'ai mis un peu de côté, mais qui m'a marqué et que j'ai pas pris au sérieux. Et je trouve qu'avec l'approche de Jung, c'est une manière de se connaître après s'être déconditionné des parents, d'Oedipe, de toutes ces choses-là. Et donc, je suis dans cette phase. Et je la trouve belle, cette phase en psychanalyse. Ça prend aussi du temps. C'est pas, je fais une séance de psychothérapie et puis je me trouve. Non, ça prend du temps de se trouver soi. Personnellement,
ça mérite peut-être 10 ans. Ça, je suis ouvert. Et là, la nouvelle personne analyste, un homme, une femme? Un homme, cette fois-ci. Volontairement, tu as changé de genre? Non, mais c'était une bonne chose. Une bonne chose. Et je me souviens de la première séance, parce que je l'ai dit parce que ça faisait vraiment un trait d'union entre la dernière séance où je dis au revoir à ma psy en disant merci, je suis libre, donc merci beaucoup pour tout, et la première séance avec ce psy où je me retrouve dans la salle de bain parce que j'avais mon copain, un nouveau copain à l'époque qui était là, donc je me restreins un peu au niveau de ma liberté, je vais dans la salle de bain et je dis à mon Et au téléphone? En visio. Ok. C'était en visio. Okay. Et du coup, je lui dis, je suis désolé, en fait, je suis dans la salle de bain, donc peut-être je pourrais pas tout exprimer parce que je suis pas seul dans la maison. Et il me dit cette phrase, il me dit, c'est vous qui voyez. Et en fait, c'est vous qui voyez, je me suis dit, ok, et ça va commencer à être intéressant parce que on est passé de, je suis plus cet adolescent qui fait plaisir à tout le monde et qui se connaît pas et qui en souffre. Je deviens cet adulte à qui on est en train de dire, maintenant, c'est toi qui choisis ce que tu veux être. Et ça a été fort ce moment-là, juste ça. Et je me suis dit, ok, là, il faut vraiment que je me prenne en charge. Et c'est moi qui vois, quoi. C'est moi qui vois ce que je veux faire de moi. C'est plus personne. Dans cette recherche des archétypes à la Jung, c'est un... Parce qu'en fait, il y a plein de gens qui écoutent, mais aussi, il y a plein de gens qui écoutent pas ce podcast et qui ont envie d'aller à la rencontre de leurs désirs et de savoir, je sais pas si c'est le bon terme, qui ils sont, mais en tout cas d'aller vers leur élan de vie, quoi, leur libido. C'est quoi cette recherche des archétypes? Ça te vient comment? Parce que la psychanalyse, t'es allongé, libre association. Et tu fais des rêves. Enfin, une fois que t'as lancé au monde, trouvons mes archétypes, comment ils viennent à toi? Ok. Bah oui, grâce à la psychanalyse. Ouais. En coaching, tu vois, on ferait un truc un peu procédurier. En psychanalyse. En psychanalyse, en tout cas, cette approche jungienne, donc là, on sort du freudisme avec les associations libres. On va aller chercher en fait nos associations libres dans le passé, ce qui librement nous a intéressés. Par exemple, dans mon cas, des événements forts, ça a été un jour j'ai vu un chef d'orchestre que j'ai trouvé passionnant et intuitivement, je sais pas pourquoi, il m'a marqué et j'ai suivi toute sa théorie, sa manière d'organiser les symphonies. Donc il y a cet événement. Ensuite, il y a un film qui m'a marqué particulièrement, un personnage dans un film qui m'a marqué, et tous ces événements. Donc en psychanalyse, c'est-à-dire tu vas être sur le divan et entre les séances. Pour moi, la psychanalyse, elle est vraiment aussi entre les séances. Tu vas repenser à te dire, mais oui, c'est quoi les événements ou les personnes ou les œuvres d'art marquantes dans ma vie qui m'ont nourri, tu vois. Mais en fait, c'est simplement ça. Et du coup, la psychanalyse devient une analyse non pas de ta vie passée, c'est-à-dire de ton histoire, de tes comportements, de tes parents, mais une analyse de ton âme. Ça, c'est jungien. C'est-à-dire, qu'est-ce que ton âme, pendant que tu étais enfant, t'as le niveau conditionné, soit, si tu l'as réglé, tant mieux, et le niveau de ton âme, c'est sans ces conditionnements qui tu aurais été. Et dans ton cas, la posture de ton analyste, il continue à te valider, à te dire « Ah oui, la musique, ah oui, le monsieur chef d'orchestre ». Non, il va être beaucoup plus dans... il va me poser une théorie, il va me dire, voilà, comment tu pourrais réfléchir à toi, comment tu pourrais penser qui tu es. Donc il va me dire, regarde dans ton passé, en fait, ces événements marquants. Il va dire ça, simplement. Et puis moi, entre les séances, je vais y réfléchir. Et tu lui amènes, par exemple, le chef d'orchestre, qu'est-ce qu'il en a dit? Tu te souviens? Est-ce qu'on en a parlé encore? Je crois qu'on n'en a pas encore parlé exactement. Parce que je suis dans ce travail de récupérer les informations. Et généralement, donc, est-ce que lui, il valide? La question, c'est est-ce que lui, il valide, est-ce qu'il valide pas? Il n'a pas vraiment cette posture aujourd'hui. Il a juste la posture de m'apporter différentes. C'est pour ça que c'est une psychanalyse, je trouve, particulière et différente de la première, parce qu'on n'est pas allé chercher des émotions. Il m'apporte des points de vue différents sur comment je peux me construire. Ça, c'est comme un psychothérapeute. Ouais, je sais pas. Moi qui essaye de psychothérapeute si j'ai un problème, mais là j'ai pas de problème. Ok. C'est pour ça que ça reste pour moi une analyse. Ok. Parce que je vais analyser en fait ce qui est en fond chez moi, ce qui est peut-être ce qui a toujours été là, mais qui est pas monté à la conscience. Alors qu'un psychothérapeute, il me semble,
tu vois, ta définition, mais t'as un problème, on va trouver une technique pour résoudre une solution. Et moi, j'essaie de comprendre comment la psychanalyse t'aide à accéder à des niveaux que la psychothérapie ne t'aide pas à toucher. Et du coup, je te demandais, est-ce la libre association? Et tu m'as répondu non. J'ai répondu non peut-être rapidement. D'accord. Tu continues à librement associer avec un peu cette thématique de qui suis-je, que veux-je? Et dans le passé, c'est ça. Parce que c'est ça. moi, ça me rappelle un souvenir très particulier, très très spécifique à la psychanalyse. Je me souviens pas comment ça a émergé, mais je me souviens me connecter profondément à la joie, allongé sur le divan, à la joie que j'ai eue à écrire, à créer mon propre journal et à le mettre en forme. Et c'est exactement ce que je fais aujourd'hui avec le podcast. Et alors là, moi, je suis nul en date, j'ai pas une dizaine d'années. J'adorais l'ordinateur et je t'ai écrit genre un 4 pages recto verso en le mettant en forme et tout. Je me souviens très bien, je crois que ça s'appelait Le Petit Figaro. Mes parents ayant jamais lu Le Figaro, mais bon, je sais pas pourquoi je l'ai appelé comme ça. Ils lisaient Le Monde, ok. Et je me souviens très bien un truc que j'ai adoré et que j'ai retrouvé en faisant la couverture de ce podcast et de mes podcasts en général. J'ai pris le symbole de la plume sur Word 1990, je sais pas quoi, que j'ai grossi énormément et que j'en ai fait le logo. Et il y avait vraiment cet aspect à la fois du fond et de la forme. Et après, je suis allé le vendre en faisant du porte-à-porte. Et je vivais ma meilleure vie. Et ça, je me souviens très bien que dans mon cheminement d'analyse de 10 ans, il y a eu des moments comme ça un peu surprenants, ensoleillés. Il y a en ce moment du soleil sur ton visage dans mon salon. Ah ouais, je me souviens très bien, il n'y avait pas de peine, il n'y avait pas de névrose, il n'y avait pas de souffrance, il n'y avait pas de censure. Cette joie puissante, tu vois, comme la force d'un rayon de soleil, où je peux pas te rationaliser de pourquoi. Et à partir de là, de tirer ce fil entrepreneurial et d'aller... Et même en fait, aujourd'hui, ça continue à m'éclairer. Enfin, grâce à toi, parce que le souvenir m'est revenu, pas tous les jours, mais quand même, il y a un truc de se reconnecter à cette première joie de jouer quoi, du jeu. Ouais. Et je crois que ça participe de ça aussi, l'histoire de la psychanalyse, enfin, de faire une psychanalyse et cet engagement un peu régulier, c'est que c'est des moments pour soi, qu'on n'a pas tant que ça à l'extérieur. Et donc, ça vient nourrir des choses et ça donne l'occasion aussi, de ce que j'ai vu, de pouvoir s'exercer, tu vois, de pouvoir dire. Par exemple, par rapport à mon cousin, en séance, je pouvais exprimer à la psy ce que je voudrais dire à mon cousin et ça nous prépare un terrain pour pouvoir le dire dans la réalité aussi. Et donc, se chercher dans les séances avec quelqu'un qui a un petit peu des théories qui permet de cadrer un peu la recherche, je trouve ça formidable en fait. C'est marrant que tu reviennes à ce sujet parce que moi-même j'y revenais dans ma tête et j'allais pas le dire, mais maintenant que tu l'as remis, tu as l'air plutôt de valider ou d'aller dans le sens de ce vers quoi je pointais du doigt, qui est sur le divan, je crée un espace pour le dire dans le vrai monde, car au final c'est important. Et c'est marrant parce que moi je faisais le chemin inverse de dire, je crois que j'ai plus projeté sur toi un de mes enjeux à moi qui est quoi dire et tout dire point d'interrogation, tu vois. Et je crois que je serais triste si mon sous-entendu c'était le chemin. Quand il y a eu une difficulté, un souci, c'est de la confrontation. Je crois qu'il y avait un peu ce sous-entendu, tu vois, quand j'ai commencé à te gratouiller. C'est marrant, on a fait deux gestes, deux mouvements différents. Mais moi, je ne sais pas quelle est la bonne façon. Et c'est vrai que ça vient toujours me travailler, cette question de la confrontation, du dire. Jusqu'où dire aide. Et notamment, moi, je l'ai vécu dans ma chair quand faire mon coming out, dire au monde, à mes parents, à ma famille que j'étais gay, n'a absolument pas résolu quoi que ce soit. C'était juste le début d'un très long chemin et qu'au final, je continue tous les jours à dire et à redire. Mais voilà, petite parenthèse, en tout cas... Ouais, ça restera au cœur de la question de la psychanalyse. Vraiment. C'est est-ce que le dire est suffisant ou pas? En dehors du divan. Oui, mais en dehors du divan. Moi, je parlais là en dehors du divan. En dehors du divan. Sur le divan, moi, à 2000%. C'est assez clair que ça se travaille en analyse. Savoir ce que tu vas dire à l'extérieur. Et là, t'avais l'air de sous-entendre que peut-être un jour, tu dirais, toi, hors du divan. Ouais, mais ça se travaille en analyse. Ah.
C'est pas soudainement j'ai besoin de le dire à l'extérieur, donc je le dis. Non, parce qu'entre l'extérieur et l'intérieur, il y a tellement d'intermédiaires. C'est fou tellement parce d'enjeux. Il y a quelques minutes, tu disais le contraire. Tu disais, non, tu disais plus, aujourd'hui, je prends soin d'un équilibre. Ouais. Et là, ce que tu dis, c'est que peut-être que dans le futur, tu bougeras quelques dés de cet équilibre. Exactement. Quelques pièces, pions. Parce que je prends en compte le contexte. Sinon, pour moi, ça serait égoïste de dire, tiens, soudainement, pour moi, et ce serait un mauvais égoïsme. En tout cas, ça, c'est mon point de vue. Pour moi, il faut que je dise tout ce que je pense aux autres. Je fonctionne pas comme ça. Si je veux vivre en société, je pense qu'il faut penser aux autres aussi. Donc, c'est pas ce moment de j'ai fait plaisir aux autres et donc maintenant je me fais seulement plaisir. Non, il y a un équilibre. Ouais. C'est marrant que tu viennes avec l'action du plaisir. Parce que j'ai pas l'impression que là, ton enjeu à toi, c'est de te faire un kiff. Genre, je suis sûr que t'as pas envie et que t'essayes de te libérer moins. Non, mais oui, je sais pas là. J'ai envie de terminer, donc j'ai 2 questions pour terminer, mais souvent quand je dis ça, c'est faux, il y a 1000 questions après, mais j'ai quand même l'impression que là, on va arriver à la fin. Ma première question, c'est, je crois savoir que tu es psycho-énergéticien, et je suis assez intéressé de savoir comment, selon toi, ces mondes de la psychanalyse et de l'énergie, et après, ma dernière question, ça sera ton mot de la fin si t'en as un. D'accord. Donc, moi, j'y connais rien en énergie. Je suis assez curieux. Je pense que s'il y a des psychanalystes, et il y a des psychanalystes qui nous écoutent, il y en a déjà qui sont en syncope, #PLS, d'un pont qui serait interdit, impossible. Déjà, est-ce que tu peux m'expliquer très rapidement, c'est quoi les énergies? Et deuxièmement, c'est quoi le pont, selon toi? Pourquoi tu es en train de devenir psychanalyste et tu as aussi cet angle énergie? Est-ce que les deux peuvent se mêler? Ouais. Je prendrai ta deuxième question d'abord. Pour moi, c'est une lecture possible du monde ou d'un individu. Donc, si je regarde l'histoire de la psychanalyse, il y a clairement des contradictions selon les psychanalystes que tu vas suivre. Ils sont pas tous d'accord. Donc, c'est des lectures du monde qui sont plus ou moins efficaces en fonction des personnalités. Tu prends Ferenczi, il va baser les choses sur la bienveillance. Tu prends Lacan, il va pas du tout parler de bienveillance et d'empathie. Donc déjà, on est dans 2 modes opératoires différents. C'est quoi, toi, ta vision de l'énergie, des énergies? Et du coup, moi, la vision de l'énergie, c'est quelque chose qui demande... c'est intuitif. C'est-à-dire que, pour moi, ton corps physique, il est entouré... On va dire que ton émotion, tout ce qui est émotionnel chez toi, c'est aussi ce qui est énergétique. Pour moi, l'énergie, ça va être l'émotion. Donc, c'est tout un système qui est plus subtil à l'intérieur de toi. Comment je pourrais le définir? Donc, psycho-énergétique, ça veut dire que tu prends en compte... Non, je reviens sur cette idée de lecture du monde. En fait, ça a été étudié dans des textes très anciens. C'est assez hindouiste, si tu veux. Donc, il y a toute une philosophie hindouiste. Et donc, tu vas... en fonction des symptômes et des pathologies qui se traînent sur ton corps physique, tu peux les rattacher à des théories. Et donc, ça peut t'aider à avoir une lecture de toi et à trouver des outils adéquats. Tu peux me donner un exemple sur toi ou sur moi, enfin. Oui, par exemple, si une personne vient avec un symptôme de bronchite chronique, ça va surtout être physique, tu vois, de bronchite chronique, donc au niveau des poumons, etc. Il y a de fortes chances que cette personne vienne avec une blessure d'abandon, tu vois, ou une émotion de tristesse principale. Donc la psychoénergétique va nous aider, nous, à pointer du doigt un peu plus rapidement que si la personne doit raconter toute son histoire, rapidement qu'en fait, il y a un blocage au niveau de la tristesse. Donc, on va aller toucher l'énergie de la tristesse. Donc ensuite, après, ça peut être un peu New Age, on peut imposer les mains, on peut aller dans ce domaine où on fait du magnétisme. Mais sinon, si on veut rester sur le terrain de la psychanalyse, c'est juste, ça va nous donner une lecture du monde en disant, OK, cette personne, elle a cette symptomatique-là, donc peut-être qu'on va creuser sur cette émotion. Ça donne un point d'ancrage. Et de mon expérience, juste ça donne un raccourci en fait. Au-delà, pour le moment, ce que j'entends dans la lecture, en tant qu'expert énergie, tu connectes des symptômes
a des souffrances mentales et donc ça peut être des indices pour creuser. Ouais. Est-ce que l'énergie c'est aussi autre chose? C'est-à-dire est-ce que est-ce que est-ce que toi tu peux agir sur le symptôme et la blessure sans les mots? Ouais, oui, c'est pour ça, c'est un peu délicat là dans le podcast d'en parler, mais ça fait partie de ça. C'est comment. Non, pourquoi c'est délicat? Moi, ce qui m'intéresse, c'est que toi, tu viens de faire tout un témoignage en disant la puissance de la psychanalyse, Ouais. génial. Et là, t'ajoutes une autre corde à ton arc intime personnel. Moi, je m'en tape que les gens soient contents ou pas. Ouais. C'est toi qui m'intéresse. Ouais. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est, ok, pourquoi c'est pas antinomique selon toi? Pour moi, c'est complètement compatible. Si tu Voilà. vas aller là-dedans, c'est complètement compatible, sinon nécessaire. Moi, la psychanalyse m'a sauvé parce que avant l'énergétique m'avait sauvé. Donc j'ai eu besoin de ces deux choses-là. Maintenant, si j'avais commencé une psychanalyse à 15 ans, peut-être que j'aurais besoin aujourd'hui de l'énergétique et je dirais qu'elle m'a sauvé. Parce que c'est deux parties un peu différentes. La psychanalyse m'a sauvé en termes de paroles, de ce que je pouvais pas dire et de compréhension, de mettre du sens. L'énergétique, c'est quelque chose d'incroyable parce que c'est au-delà des mots. Et en fait, ce qui se passe en séance, quand on fait une séance d'énergétique, c'est que ça te donne une assurance que tu es bien plus que ton corps physique et qu'à l'intérieur de toi, il y a un espace de paix et d'apaisement possible. En psychanalyse, on va trouver des émotions. C'est assez chaotique, je trouve, ce qui peut se passer. Et parfois, on a des moments de joie, des moments de soulagement, ok. Mais en énergétique, si on est au-delà des mots, et que simplement par le fait que tu te détends et que tu respires et que on travaille sur ton énergie avec les mains, par exemple, qu'on impose les mains sur ton corps physique. On sais-tu, ouais, par exemple. Moi. Donc c'est sans me toucher. Ouais. Tu poses près de mon genou ou près de mon épaule ta main. Ouais. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Tu sens quelque chose? Et il se passe que, voilà, moi je vais sentir des choses. La plus importante, c'est toi ce que tu vas ressentir. Tu vas ressentir, en fait, un flux d'énergie qui traverse ton corps. Et c'est au-delà des mots. Et ce flux d'énergie, il a un effet soit d'apaisement, il a toujours un effet de soulagement. Soit tu vas avoir des larmes qui vont sortir, mais tu te sens dans un cocon énergétique, donc tu te sens protégé. Soit tu te sens apaisé. Et c'est étonnant, quand tu vas pas bien, que tu que tu réalises à l'intérieur de toi qu'il y a quelque chose en toi qui est paisible. C'est capital en fait, vraiment. C'est extraordinaire de se rendre compte que même si tu vas pas bien, il y a quelque chose en toi qui est paisible, qui peut être touché. Et ça donne un espoir profond. Tu vois. Donc énergétiquement, ça va fluidifier les énergies, ça va faire circuler, ça libère des choses. Mais psychologiquement, c'est incroyable. C'est chouette, c'est marrant parce que si tout se passe bien, je vais aller enregistrer pour mon autre podcast Histoire de devenir moi, justement le témoignage d'une femme qui est passée de businesswoman, enfin très entreprise, à courir dans le métro de Paris, de réunion à réunion. Elle s'est découvert des talents d'énergéticienne, je sais pas si je dis bien, et elle va raconter. Donc je fais un petit pont entre mes podcasts. Il y a moyen que soit l'entretien se fasse pas, soit qu'il y ait un problème technique X ou Y. Du coup, si les gens vont voir un jour, ils trouvent pas. Mais je pense que ça va se faire et j'espère que ça se fera. Et donc en effet, c'est un truc que j'ai trop envie de creuser, qui m'intéresse vachement. C'est mal vu, malvenu, et je sais que t'as un train à prendre. Mais ça va, t'as regardé ton... Ma dernière question, c'est mal vu en psychanalyse de lier les deux? Toi, tu parlais au début, t'es dans une association de psychanalystes et tout, tu galères un peu? Non, heureusement, cette association, elle est interdisciplinaire. Okay. Déjà, elle est européenne, donc quand tu parles plusieurs langages, tu te rends compte que sur la Terre entière, les théories, elles sont beaucoup plus poreuses que ce qu'on imagine en France, donc ça fait du bien. Mais dans le monde de la psychanalyse un peu traditionnelle, tu es un farfelu. Ouais, c'est assez tabou. Mais parce que c'est mal compris, parce que je sais pas, c'est vraiment des lectures différentes du monde et c'est important. C'est marrant quand même, des gens qui s'inscrivent dans une mouvance qui à l'époque de Freud était genre ultra farfelu. Enfin, le concept de la psychanalyse, avant qu'il soit éprouvé par eux et par de plus en plus de gens, le truc est, de l'extérieur très farfelu. Et je trouve ça marrant que du coup, ça n'ait pas créé un espace pour accueillir le farfelu de demain. Je sais pas. Oui, mais parce que je pense que Freud, si c'est un peu la référence, c'est quand même celui qui a nourri pas mal le surmoi, tu vois, le censeur. Donc la psychanalyse, je la trouve assez censurante, ouais.
Donc pour moi, ça reste assez logique en fait. Ah ouais. Puisque même Jung, qui est celui qui allait chercher dans l'hindouisme et tu vois dans des textes plus mystiques, il a été mis de côté très très rapidement quoi. Donc on est une société très rationnelle où on oublie un peu l'énergie. C'est une société d'Apollon, tu vois, très très solaire, très les lumières, la pensée, la raison, et on oublie cette divinité qui est Dionysos. Et je pense que Jung l'a touché, et je pense que dans l'énergie, on a du Dionysos, on a de l'irrationnel. Et c'est là où je trouve que c'est très équilibrant l'énergétique. Il nous faut de l'irrationnel. Trop bien. Merci. Mot de la fin? Non, là c'est très bien. Très bon mot de la fin. Est-ce que tu voudrais que je mette ton site pour te faire de la pub dans le descriptif de l'épisode? Ouais. Ben voilà, c'est dit et ça sera fait. Okay. Merci, c'était super chouette. Merci à toi, Guillaume. Trop cool. Super. Ça va, t'as pas trop chaud? Non, ça va. J'adore le soleil, donc c'est bien. J'ai chaud, mais j'adore. On est Merci, comment? Guillaume. Bah très bien. Tu te sens comment? Bien. Ouais. Non, c'était chouette, c'était agréable. Vraiment.